Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaëlle de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Aujourd'hui, nous vous proposons notre numéro 119 et nous allons échanger autour de la communication et pas forcément celle que nous connaissons la mieux. Aujourd'hui, le micro virtuel de Bulle de Bonheur se balade entre Boston et Montréal. Je suis en compagnie de Christine Gagnon, une experte en communication relationnelle. Une fois de plus, vous allez le découvrir, les gens heureux ont aussi des histoires pleines de sens et tellement riches. Bonjour Christine. Bonjour Raphaëlle. On est très heureux de t'accueillir à Bulle de Bonheur aujourd'hui. Je suis pleine de bonheur d'y être. Merci de l'invitation. Alors Christine, tu évolues dans le domaine des sciences du comportement et tu as développé un programme novateur en communication relationnelle qui préconise une nouvelle approche de l'interprétation de la communication, jumelant les mots, les gestes et la voix. J'ai eu la chance d'ailleurs d'être formée par toi sur ces sujets-là et j'avoue que c'est vraiment passionnant. Tu accompagnes les entrepreneurs et leurs équipes pour développer leur potentiel, à mieux comprendre les réactions et à définir des messages clairs et percutants en fonction des objectifs de l'organisation et du personnel. Alors Christine, tu es présidente d'Internoveco, membre fondateur de la division sécurité internationale DSI Group. Tu es présidente de l'Institut de synergologie, donc c'est la synergologie et toute l'étude du non-verbal, on aura l'occasion d'en reparler. Tu es cofondatrice de l'organisme de bienfaisance L'Impact, donc sur les violences domestiques, et tu es co-auteur du livre Voir mentir. Ta réputation fait le tour du monde. Elle s'étend également, outre le Canada, aux États-Unis, en Suisse, en France, en Espagne, en Angleterre, à Hong Kong et même au Monténégro et au Panama. On n'en termine plus. Christine, tu gères également un département de recherche sur l'étude de l'analyse comportementale et tu as également conçu la certification Cellule Scan. Alors, c'est un programme spécifique et exclusif de formation et d'opération avec des agents hautement formés à la détection de menaces dans les foules. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir de ce programme, tu as donc créé une formation pour les victimes et les accompagnants et les policiers pour détecter les violences domestiques. Ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler pendant le podcast parce que je trouve que c'est quelque chose qui est très pointu et très intéressant. Tu proposes aussi une équipe de spécialistes, donc des profilers, qui vont travailler autour de 3 mots-clés: évaluation, analyse, prédiction. Waouh! Moi, je suis très admirative de tout ce que tu peux faire, Christine. Je trouve que c'est génial. Et comme nous allons l'entendre, créer du lien, et ça, c'est mon dada, passe par plein de canaux différents. Les gestes et la voix y ont largement leur place. D'ailleurs, les études ont démontré que 55% de notre com vient de notre corps, 38% de notre voix et seulement 7% des mots. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis très souvent qu'un petit SMS ou un WhatsApp juste avec des mots peut être interprété de 1000 manières différentes. Oui, tout à fait, Raphaël. En fait, c'est intéressant dans la communication, c'est que si nous avons juste les mots, en fait, on va avoir un ton, on peut parler, avoir un ton de thème qui est vraiment très monocorde et pas bouger du tout, donc ne pas avoir de gestes pendant que l'on parle. Et la personne, si elle n'est pas stimulée par un ton de voix qui donne des variations et des gestes et que ce sont que des mots, donc une personne qui est très statique devant nous, on ne sera pas stimulé. La personne va être inintéressante visuellement même. Alors, c'est intéressant d'avoir les 3 paliers de communication pour avoir une bonne communication. Du coup, je trouve que ça m'évoque le fait d'être face à un robot, par exemple, ou un robot qui va dire que des mots. Finalement, si ça ne nous stimule pas, il y a des choses peut-être à repenser. Tout à fait. Allez, je change de regard. On va démarrer, Christine, donc avec notre première question. Qu'est-ce qui te rend heureuse dans ton quotidien? Étrangement, ce qui me rend heureuse, c'est les temps libres. Moi, je suis une passionnée de mon travail.
Le bonheur, là, dans ta capsule, là, le premier mot qui m'est venu, c'est fou. C'était, mon Dieu, que j'aime ce que je fais dans la vie. Mais dans le fond, j'ai pu décortiquer un peu plus c'était quoi ce bonheur-là. Mais dans le fond, c'est pas que le travail qui me rend heureuse, c'est les temps libres. Les temps libres, mais je reviendrai à mon travail que j'adore, mais mes temps libres, ça me rend heureuse. Et les temps libres, ça peut être et je parle pas que de temps de qualité, là. Je peux très bien être temps libre avec des amis assis à prendre un verre tranquillement. Temps libre toute seule chez moi à même écouter une émission de télévision. Et pourquoi il est important? Parce que toutes les personnes à qui je parle ont des vies de fous. Le mot-clé, c'est toujours « je suis débordée ». Et le temps libre devient le bonheur, je trouve. Est-ce que ça ne serait pas le moment de ces temps libres dont tu parles, le moment où on se réinscrit dans l'instant présent? Tout à fait. Et c'est là où est-ce qu'on retrouve des émotions qui sont soit positives, soit même hypotoniques, où est-ce qu'on n'est plus dans l'urgence, dans l'hypertonicité d'une émotion. On peut avoir des émotions qui sont tout aussi bien positives, gardées pour soi, parce qu'on est dans l'émerveillement, la contemplation, juste l'instant présent, qu'une émotion qui est livrée à l'autre de grande joie et de bonheur. Mais on retrouve ça. Et le moment présent fait en sorte que ce bonheur-là, on est capable de le ressentir. Exactement. Bah, écoute, tu mets tous les mots sur la définition de ce que peut être les petits bonheurs du quotidien. Ouais. Émerveillement, joie, on s'inscrit dans l'instant présent, passer du temps avec les autres, avec soi-même. Mais écoute, passons donc à notre deuxième question. Dis-moi, Christine, une valeur humaine qui te rend heureuse. J'ai décidé d'utiliser un mot qui est plutôt une qualité qu'une valeur, mais ça tombe dans les valeurs humaines, la loyauté. Et pourquoi la loyauté? Parce que c'est large, la loyauté. Quelqu'un qui nous est loyal, habituellement, ressent de l'affection, de l'amour pour nous parce qu'il est loyal. La personne veut nous protéger parce cette personne-là, elle est loyale. Cette personne-là veut marcher avec nous parce qu'elle est loyale. Être loyal, c'est aussi être honnête. Je trouve que cette valeur-là ou qualité-là englobe beaucoup le bonheur avec une personne. Mais la loyauté, ça passe par des gestes qui sont des gestes d'ouverture, des être dans le ARE, on connaît ça, toi et moi, là, avec la synergologie. Hein? Alors l'ARE, il va falloir que tu le définisses. Hein? Voilà. Alors, le ARE, le R en anglais, hein, d'ailleurs, we are, donc le R. Le A, c'est être assertif. Être assertif, c'est dire ce qu'on a à dire à l'autre, mais en prenant soin de l'autre. Moi, si je dis à quelqu'un, mon Dieu, je crois que tu mens sur ce sujet-là, je viens de briser la communication. Si je lui dis, écoute, aide-moi à comprendre, ça fait pas de sens pour moi, on va essayer d'en discuter davantage, je viens d'ouvrir la communication, c'est très différent. Le R, c'est être réflexif. Ça veut dire penser que l'autre pourrait peut-être avoir raison, même un peu raison, même à demi-raison, même un peu raison. Ben ça ouvre la communication. Le E, c'est être empathique, ne pas juger l'autre dans sa façon de penser, dans sa façon d'être. Mais ça fait partie de la loyauté également. Être avec quelqu'un, lui être loyal, c'est lui être authentique à quelque part. Alors c'est justement, un gros mot, loyauté. C'est exactement la question que j'allais te poser. Quel lien tu mettrais entre loyauté, authenticité, honnêteté? Parce qu'on est un peu pour moi, un peu dans une même gamme de mots. Est-ce que tu ferais des petites différences entre ces trois mots-là? Sais-tu quoi? J'ai pas envie d'en faire. C'est fou, hein? Je trouve que ça va tout ensemble. Ça va tout ensemble. Et je pense qu'une personne loyale est honnête. C'est toute la même chose, selon moi. Donc, une personne loyale, on peut le voir dans le non-verbal également. Comment on peut voir une personne loyale? C'est une personne qui n'a pas énormément de non-dits, mais qui peut très bien en avoir, hein, parce que du non-dit, c'est pas négatif du tout. Si je suis en train de discuter avec quelqu'un et que la bouche se ferme en huître, c'est qu'elle garde l'information qu'elle va peut-être me révéler dans 5 minutes et c'est bien correct. Mais c'est une personne qui est ouverte, qui reste toujours dans l'ouverture malgré qu'elle est d'accord ou pas. Donc, c'est une personne qui est avec nous dans sa communication.
Et du coup, si on en vient avec tout le travail que tu fais autour des violences domestiques, je pense que ces personnes sont débordées par quelque chose ou submergées même par quelque chose qu'ils n'arrivent pas à maîtriser et que du coup, qui ne sont plus vraiment non plus loyales ni authentiques. Comment tu ferais le lien entre tout ça? Je trouve intéressant la manière dont tu l'apportes parce que c'est vrai que ces gens-là ont l'idée qu'ils protègent l'autre, mais qui sont souvent, donc les gens qui sont les malveillants, les agresseurs, ont surtout la pensée qu'ils se font avoir, qu'il y a de l'injustice pour eux. Alors cette injustice-là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut l'entendre dans les mots qui sont utilisés au tout départ. Il y a des mots-clés qui sont utilisés dans la communication qui viennent montrer le mécontentement. Oui. Comme quoi, par exemple? Comme, En fait, comme des petits gestes de rejet. Un OK. geste de rejet, quand l'autre nous parle et qu'on fait un petit geste de rejet, c'est un petit geste de mécontentement. Mais si ce mécontentement-là n'est pas tout de suite expliqué, dit ou donné à l'autre, il va s'accumuler. Ces gestes-là, s'ils ne sont pas vus et traités tout de suite par la potentielle victime, elle va voir des signes qui vont devenir du mécontentement vers des signes de colère. Les signes de colère vont devenir des signes d'agressivité et c'est là où est-ce qu'il peut y avoir passage à l'acte. Donc, ça passe par les mots, ça passe par le ton de voix au tout départ. C'est pour ça qu'il faut être très allumé sur tout ça. Et ça, et toi, je veux dire, tu pourrais tellement bien l'exprimer. Ça vient d'une estime de soi. Est-ce que je me fais parler comme ça ou pas? Est-ce que j'accepte ces mots-là ou pas? Parce que ces mots-là se transforment tranquillement par des gestes. Hein, les Exactement. jeunes, on voit les jeunes qui sont dans la rue et qui ont la difficulté à s'exprimer. Qu'est-ce qu'ils vont utiliser? Leurs mains. Les mains, c'est l'extension visible du cerveau. Si je suis pas capable de le dire, j'utilise mes mains. D'ailleurs, c'est tout ce qui touche les gestes figuratifs en synergologie. Je dessine mes gestes parce que j'ai pas le mot pour l'expliquer. Tout à fait. Et c'est exactement dans cette idée-là que, tu vois, on a pas mal d'associations qui s'occupent de personnes assez défavorisées, dans des quartiers qui sont défavorisés et qui utilisent les cartes, notamment de 2 minutes ensemble, pour apprendre à parler, c'est-à-dire apprendre à mettre des mots sur ses émotions, apprendre à mettre des mots sur ce qu'on est en train de vivre pour justement que le point ne devienne pas l'extension de son cerveau, mais qu'on arrive à le verbaliser. Et d'ailleurs, j'avais été très, très surprise de voir une formation que j'avais faite sur les émotions auprès d'enfants en primaire et de voir qu'on décèle assez vite les enfants qui sont un peu plus turbulents et que quand je donnais des situations et je leur demandais de donner leur évaluation par des mots sur ce qu'ils pouvaient ressentir, ces enfants-là, l'émotion était au niveau 0 ou elle était à 10. Il n'y avait rien entre les deux. Il n'y avait pas du tout de nuance. Alors que les autres enfants étaient beaucoup plus nuancés. Ils pouvaient être un peu énervés, ils pouvaient être ou alors enthousiastes ou très très contents, mais ils n'étaient pas soit neutres, soit très contents, ou soit pas énervés ou foudrage. Et les autres, il n'y avait pas de nuance. Et ça, c'était très étonnant. Voilà. Et je pense que ça passe par les mots aussi. Parce que la problématique, c'est si on n'est pas capable de savoir qu'est-ce qu'on ressent, on ne sera pas capable de l'expliquer. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste donner un mot extrême parce que c'est l'extrême qu'on est rendu. Exactement, tout à fait. Et qu'après ça déborde, ce que j'appelle en tous les cas dans la communication, on termine par une espèce de bombe atomique en fait qui va fermer le clapet à l'autre, mais par contre tout le monde repart et dans ces cas-là il y a toujours 2 perdants. C'est-à-dire que chacun repart avec ce que j'appelle son chewing-gum du ressentiment et se dit la prochaine fois je dirai ci, la prochaine fois je dirai ça et en fait rien n'est réglé et ça recommence inévitablement et toujours sur les mêmes sujets. Ah, tout à fait, hein? Oui, absolument. Et ce qui est intéressant quand c'est le même sujet, le sujet devient à un moment donné brûlé également. Et un sujet brûlé, tu peux plus, si tu l'abordes encore, l'autre va choquer, va devenir en colère. Et c'est là où est-ce qu'il y a aussi de l'abus physique, verbal, parce que la violence domestique ou familiale, ça passe aussi par de la violence psychologique, hein? Tu pourrais mieux l'expliquer que moi. La violence même financière,
etc. Donc, c'est plusieurs types de violence. Et quand on a un sujet brûlé, où est-ce que on ne peut plus l'aborder parce que l'autre explose, ben, il faut savoir comment aller chercher un sujet qui est connexe, mais qui touche également celui-là, mais connexe, donc plus avec les mêmes mots. Ce qui fait que, bon, mais... Et puis après ça, ou alors faire appel à une tierce personne pour aider à travailler, à discuter, et puis à regarder les choses sous un autre angle. Ça, c'est une chose que moi, je trouve très intéressante, parce qu'on reste sinon très focusé dans sa difficulté, et on n'en sort pas. Oui, absolument. Absolument passionnant. On va passer à notre troisième question, Christine. Un événement qui t'a rendue particulièrement heureuse? Alors, Raphaël, j'ai décidé de te donner un événement qui est un événement, mais qui revient à chaque année, étrangement. Et c'est l'anniversaire de ma fille. Et pourquoi je parle de ça? Parce que quand ma fille, elle est née, c'est pas l'accouchement que j'ai trouvé merveilleux. On va se le dire, là, entre femmes, là, c'est pas ce qui est le plus merveilleux. C'est difficile, d'accord? Mais c'est lorsque le bébé va bien, que la maman va bien et que le papa est heureux et que tout le monde est heureux que là, le bonheur commence. Hein? Mais moi, le bonheur, c'est à chaque année. À chaque année, je me dis, mon Dieu, que j'ai aimé l'âge de ma fille cette année. Elle a eu 1 an. Elle a eu 2 ans. Mon Dieu, que j'ai aimé ça à 2 ans. Elle a 25 ans aujourd'hui et je me dis encore le jour de son anniversaire avec plein d'amour, j'ai tellement aimé ces 25 ans. Bon, c'est vrai qu'elle est maintenant autonome et tout, ça nous fait aussi du bien. Donc, c'est pour plusieurs raisons que le bonheur est là. Mais ça, ce bonheur-là d'avoir un enfant, de voir grandir cet enfant-là, à chaque âge, c'est un bonheur pour moi. Autant dans le comportement avec elle, dans notre relation, dans nos discussions, c'est tout ça le bonheur. Donc, cet événement-là se reproduit à chaque année. J'adore ta manière de voir les choses. Je trouve que c'est merveilleux de se dire, de célébrer chaque année. Ça me vient une idée. Bon, je suis toujours pleine d'idées. De suggérer, mais à toutes les familles qui ont des enfants, que chaque anniversaire de leur enfant, ils se disent, bah, tiens, cette année, quels ont été mes 3 meilleurs moments avec lui ou avec elle? Et à la limite, les noter. Parce qu'après ça, je trouve que ça fait une masse de souvenirs et de souvenirs positifs, de bons moments. Et puis, c'est important de garder cela, finalement. Que chaque âge a tellement ses joies. Oui, tout à fait, hein? Parce que l'être humain est fantastique et l'enfant qu'on a devant nous, premièrement, c'est tellement incroyable d'être capable de mettre au monde un enfant, un être humain, et de le voir grandir, s'épanouir et tout, avec les bons, les mauvais côtés, les moments les plus difficiles, mais de se dire, mon Dieu, cet enfant-là vient de moi, de nous, et mon Dieu, c'est tellement fantastique. Et oui, il y a tellement plein de belles choses à ça. Passons à notre question numéro 4. Dis-moi, Christine, quel est ton secret pour être heureuse? Mon secret pour être heureuse, c'est d'aimer ce que je fais. D'aimer, oui, être avec ma fille. D'aimer mon travail. D'aimer mes amis. Mais d'aimer ce que je fais, je trouve que c'est la clé du bonheur. Parce que je vois des gens qui ont des emplois qu'ils travaillent juste pour terminer la retraite et être enfin libre, de ne pas aimer faire telle activité, telle chose, ne pas aimer leur conjoint, ne pas aimer ce que l'on fait, c'est, je crois, le centre de notre vie. Et je crois qu'on doit toujours être à la quête d'aimer ce que l'on fait. Et ça, c'est mon bonheur à moi. Tu connais le principe du flow? Non? Ça te parle? C'est un principe justement de psychologie positive qui a été mis en avant. Et en fait, les moments où on ne voit pas le temps passer, c'est-à-dire que disons que tu es sur un projet et tu as travaillé 1 heure ou 1h30 et puis tu te dis « Oh, tout ce temps qui est déjà passé !» Et puis, en fait, on perd la notion du temps. Et en fait, c'est ça, être en état de flow. Et il a été démontré que les moments où on a le plus de flow, assez paradoxalement par rapport à ce qu'on pourrait croire, c'est dans le travail. Parce que quand on est dans un état de flow, c'est qu'il y a une bonne correspondance entre à la fois ses capacités et le défi qu'on s'est relevé. Si le défi est trop important, on va tomber dans l'anxiété. Et si
la complexité, en fait, n'est pas suffisamment grande, on va tomber dans l'ennui. Et en fait, le flow, on est pile entre les deux. Là, je suis en train de travailler sur un programme justement pour le passage à la retraite. Et c'est exactement ce que j'essaye de travailler avec les personnes, c'est de continuer à retrouver cet état de flow, même quand on a arrêté de travailler, où on fait une bonne alliance entre défi et complexité. Voilà, ça c'est fantastique. Très intéressant. J'irai voir ton podcast. Je vais aller l'écouter. Et hop, je me lance. Notre question suivante, Christine. Quels sont tes 3 synonymes de bonheur? Alors, premier synonyme, c'est l'amour. Alors, l'amour, ce que je trouve intéressant à l'amour, c'est que pour moi, dans ma tête, visuellement, je vois moi, j'aime beaucoup les tartes aux pommes, d'accord? Alors, je vois ça comme une tarte, l'amour. Il y a une partie pour l'amour des enfants, l'amour de la famille, une autre partie pour l'amour amoureux, entre amoureux. Toi, tu as travaillé sur le regard amoureux, tu sais exactement quoi. Donc, l'amour de ta vie, là, ton conjoint, ta conjointe, l'amour du travail, l'amour des amis, l'amour d'une passion. Je trouve que le mot amour, c'est plein de variétés. Et c'est drôle parce que quand j'ai des amis qui me disent Christine, je suis en peine d'amour et tout, puis qui s'effondrent à terre, ben, je leur explique. Tu as juste une pointe de ta tarte là, qui est en gribouillis. Là. Le reste va très bien. Le reste, c'est la même chose. Mais c'est ça. Donc, je trouve que l'amour, ça fait partie du bonheur. J'aime beaucoup ton image de l'amour qui est une tarte. Moi, je dis souvent que c'est un gâteau. Mais le gâteau, il a une capacité incroyable de s'agrandir aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il se sépare pas en plein de petits bouts. Mais par exemple, quand une famille s'agrandit, en fait, c'est le gâteau qui grandit. Ça complète ta métaphore et j'adore ta part de gâteau en gribouillis. J'adore. Alors, on se mettra à la cuisine, toi et moi. Exactement. Mon deuxième point, c'est, étrangement, c'est la nature. La nature, et je parle de la nature extérieure, d'accord? Donc, je parle des arbres, des endroits. La nature, pour moi, c'est le bonheur. Tu sais, quand on me dit, Christine, quand tu te visualises dans un moment de bonheur, c'est quoi? Moi, c'est être en pleine nature. Ça m'énergise. C'est beau, mais c'est tellement fantastique de pouvoir voyager. Tu le sais, Raphaël, tu voyages tous les beaux endroits dans le monde entier. On a passé d'une vie pour voir tous ces beaux endroits-là. C'est une nature qui est incroyable. Les arbres, les couleurs des arbres, la nature, ça nous fait vivre aussi. Hein? Les récoltes de fraises, de framboises, de légumes, c'est ça la nature, c'est la vie, la nature. Alors, je trouve que ça fait partie du bonheur. Le troisième, c'est un mot extrêmement difficile pour moi et je suis encore à la quête de ça, de l'équilibre. Oh mon Dieu, mais ça, c'est épouvantable pour moi d'essayer de trouver l'équilibre parce que je suis une passionnée de ci, de ça. Et de trouver l'équilibre, c'est de me dire, je m'assois et là, justement, tout est bien équilibré. Je parlais de temps libre, hein? Ben ça fait partie de l'équilibre. Je trouve que l'équilibre, quand on a un équilibre, on est apaisé. Ça fait partie de l'apaisement de la tête, de notre cerveau, de notre corps, de notre température de corps, de notre énergie de corps, de notre flux sanguin, de tout. D'ailleurs, en non-verbal, en comportement humain, on ne fait aucun geste pour rien. Hein? On appelle ça de l'affordance. De l'affordance avec les objets et tout, mais tous les gestes ont une valeur quantifiable. Et même quand on ne bouge pas, c'est tout pour régulariser. C'est régulariser la température, le sang, etc. Et donc, l'équilibre, je trouve que ça devrait faire partie du bonheur. Là. Mais ça en fait partie. Mais ce que je trouve magique, c'est qu'un équilibre, par essence, il est instable. C'est chimique. Regarde dans notre corps, il est sans arrêt à la recherche d'équilibre. C'est-à-dire que dès qu'on vit une émotion, il y a un déséquilibre et que en fait le corps essaye de s'arranger, de trouver des solutions pour revenir à l'équilibre. Donc en fait, ce que je trouve intéressant dans cette notion d'équilibre, tu touches un des sujets, moi, un de mes sujets préférés, c'est que le fait que ça soit instable, ce qui est intéressant, c'est d'aller repérer quand l'instabilité est trop grande pour aller la rectifier, comme le fait notre corps de manière naturelle. Si par exemple, tu parlais du fait de prendre du temps pour ces temps libres. Si je me rends compte que je travaille trop, c'est que
je suis en train de me déséquilibrer par rapport à ce dont j'ai besoin. Et du coup, pof, je le rééquilibre en me remettant du temps libre, en prenant le temps, parce que j'en ai conscience. Et en fait, ce qui est important, c'est de pas arriver dans une situation où le déséquilibre devient tel qu'il finit par se cristalliser. Tu vois, c'est ce que je vois beaucoup dans les couples qui vivent des difficultés, qui viennent me voir, ils arrivent avec un équilibre qui est cristallisé, où en fait, les choses, elles peuvent plus bouger. Et en fait, voilà, cette recherche d'équilibre, en fait, elle est permanente. Le bonheur, c'est trouver son équilibre continuellement. Et puis après ça, je trouve que nos aspirations, elles changent avec le temps aussi. Notre équilibre, il n'est pas le même que quand on en avait 20, 30, 40, 50. Et c'est arriver à s'adapter aussi à chaque âge de la vie par rapport à l'équilibre. Oui, absolument. Et j'ajouterais, Raphaël, que c'est intéressant de jouer avec l'équilibre parce que ça nous garde en mouvement. Ce que tu es en train de dire, dans le fond, tu images bien le fait qu'on est sur une ligne et qu'on essaie de trouver l'équilibre, mais ça nous garde en mouvement parce qu'on va un petit peu ce côté-là, oups, on s'en va un petit peu ce côté-là, et ça nous garde toujours en mouvement. Et je fais une parenthèse qui a probablement aucun rapport, mais ça me vient à l'idée, c'est un peu la différence entre la persévérance et l'acharnement. En fait, la différence entre la persévérance et l'acharnement, c'est le mouvement. Quand tu t'acharnes, et tu peux le voir parce que tu essaies, puis il n'y a pas de mouvement. Tandis que dans la persévérance, tu vois un léger mouvement. Ben, ce mouvement-là s'en va vers l'équilibre et tout. Et c'est tout ça, dans le fond. C'est le mouvement et l'équilibre. Tu vois, le mot mouvement me vient tout de suite. Absolument, complètement. Quand je dis souvent, tu vois qu'un équilibre, c'est comme un mobile d'enfant, tu vois, où il y a plein de petites choses qui pendent. Et il y a tout le temps des événements qui viennent se raccrocher. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tout le mobile se déséquilibre. Et puis, en fait, il finit par retrouver un autre équilibre, mais qui n'est pas tout à fait le même. Mais par contre, tu vois, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on est dans des phases de déséquilibre, c'est de ne pas en mettre trop à la fois. C'est vouloir, si on déséquilibre trop son mobile, par exemple, je donne des exemples, si je déménage, en même temps j'ai un enfant, en même temps je change de boulot, est-ce que ça fait pas peut-être trop de déséquilibre à la fois? Et de temps en temps, c'est important de savoir le doser. Quand toi tu diriges une entreprise, tout comme moi, c'est pareil. Dans les déséquilibres, c'est-à-dire dans les apports qu'on vient amener, c'est arriver, en tout cas c'est ce que j'essaye de faire, arriver à les amener par dose pour que ensuite toutes les équipes arrivent à retrouver un équilibre et qu'après ça, on pourra partir en mouvement vers un autre. Tout à fait. Hein? Alors, imagine, COVID est arrivé et tout le monde a dû se rééquilibrer en 2 semaines. Incroyable. Ça devait être énorme, énorme. Ça me donne beaucoup de notions positives au mot équilibre maintenant. C'est moins apeurant maintenant à cause de ce mouvement-là qui est dans l'équilibre. Eh bien, écoute, donc, si on récapitule les 3 mots, donc c'est donc amour, nature et équilibre. Alors maintenant, notre dernière question, Christine. En 2 minutes, ce que tu as envie de proposer à nos auditeurs pour qu'ils soient plus heureux. En fait, je vais aller exactement dans le sens dont tu as parlé tout à l'heure au niveau de l'équilibre des énergies, hein, quelque part. Moi, je vais parler d'agenda. Dans un agenda, pendant la journée, et ça vient juste, dans le fond, résumer ce que tu as dit tout à l'heure, dans un agenda pour toute la journée, si on a des tâches qui sont des tâches difficiles, complexes, qu'on n'a pas le goût de faire, ben en fait, il faut équilibrer avec autant de tâches positives pour qu'on soit pas dans le déficit à la fin de la journée, dans notre bonheur, notre joie de vivre, notre contentement de la vie, parce que comme tu disais, ça vient se cristalliser, mais aussi c'est qu'on vient s'endetter. Le lendemain, on est en dette d'énergie, on n'a pas le goût, et etc. Alors, il faut absolument équilibrer le nombre de tâches positives qui nous énergisent autant que les autres, je crois. Si ce n'est même pas davantage d'ailleurs. Hein. Il y a un ratio qui dit allez, 3 pour 1. On aime ça, on aime positive. Ça. En tous les cas, dans la relation, c'est 3 mots, 3 gestes, 3 attentions positives versus une négative pour être dans un bon ratio. C'est un Chilien, il est chilien, Losada, Martial Losada, qui a mis ça au point, qui après s'est travaillé dans une université aux États-Unis.
et qui a mis ça au point. Et il est allé plus loin. Dans les couples, on est à un ratio de 5:1. Wow, d'accord. Ouais. Le compte en banque affectif, il faut savoir le remplir. Hein. C'est important de ne pas être dans le rouge. Tout à fait. J'adore et j'adopte. Je vais adopter ça aussi. Merci Christine pour toutes ces réponses à ces questions et ce partage surtout que je trouve absolument passionnant, qui est à la hauteur d'ailleurs de tout ce que nous avons vécu pendant la formation, pendant les moments où tu m'as formée, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment extrêmement riche. Alors, on a une petite habitude, Christine, hein, à la fin de chaque podcast, c'est terminé par ce qu'on appelle une petite mousse. Donc, notre petite mousse, c'est une citation. Et cette petite mousse, aujourd'hui, elle est remplie de plein de joie. Elle nous vient de Henrik Ibsen, qui nous dit « La vie est remplie de petits bonheurs. Croyez-moi, 1000 mots ne laisseront jamais une impression plus profonde qu'un seul geste. » C'est fantastique, fantastique, j'adore. Merci beaucoup, Raphaël, de l'invitation, vraiment. Vraiment une vraie joie pour nous aussi. Et puis, en conclusion, je termine toujours avec cette même phrase, avec Bulle de bonheur. Prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.